Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous, bonne matinale d'infos, celle de Public Sénat en partenariat avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France, les Indés Radio qui est notre nouveau partenaire qui nous a rejoint et TV5 Monde qui sont donc nos partenaires toute cette matinale qui se déroule en deux parties. La première partie avec le JT des territoires et le club des éditorialistes et puis la deuxième partie avec Territoire d'info et notre invité politique ce matin c'est Alexis Corbière, proche de Jean-Luc Mélenchon qui sera notre invité. Tout de suite je vous retrouve dans le JT des territoires dans un instant. On ouvre ce journal avec Emmanuel Macron qui est attendu ce matin dans les Antilles françaises où il devra répondre aux critiques sur la gestion par les autorités de l'ouragan Irma qui a dévasté les îles Saint-Barthélemy et Saint-Barthélemy. 6 jours après, on fait le point sur la situation avec un reportage de TV5 Monde, notre partenaire. 1 million de litres d'eau et près de 85 tonnes de nourriture sont enfin arrivés à Saint-Martin. Près de 6 jours après le passage de l'ouragan Irma qui a laissé derrière lui un paysage de désolation, des bouteilles d'eau ont pu être distribuées. Et c'est venu un peu trop tard! C'est arrivé un peu trop tard! Mais les besoins sont énormes, l'essence est devenue une denrée rare avec une seule station-service sur l'île. Les habitants à bout ne décolèrent pas. C'est incompréhensible. Il y a trop une grosse différence. Une grosse différence. C'est dingue, c'est quand même l'État français. C'est dingue. Regardez ce qui se passe là. On est comme des chiens pour ça là. Si certains habitants se sentent abandonnés, d'autres dénoncent une réponse insuffisante de la part du gouvernement. En métropole, la polémique prend de l'ampleur. L'opposition critique le manque de moyens déployés et demande une enquête parlementaire sur la gestion de l'ouragan Irma. Face aux critiques, le Premier ministre a vivement réagi. Il peut arriver que certains, alléchés par les souffrances, se complaisent dans des polémiques politiciennes. Je trouvais ça indigne et pathétique lorsque j'étais moi-même dans l'opposition. Et je trouve cela également consternant. En déplacement à Toulouse, Emmanuel Macron s'est voulu rassurant. J'y vais ce soir, madame. J'espère que vous allez faire quelque chose parce qu'on n'est pas qu'une terre de vacances quand on y va. Le président de la République, qui est attendu ce mardi matin à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, a affirmé que des centaines de policiers, gendarmes et militaires avaient été déployés avant et après le passage d'Irma. Direction les Pyrénées-Orientales maintenant. 150 Catalans du Nord ont décidé d'afficher leur soutien aux indépendantistes à moins de 3 semaines du référendum pour l'indépendance vis-à-vis de l'Espagne. Ils partent donc défendre la Catalogne pour ce qu'on appelle la Diada, la fête nationale catalane. Alexis Martinez pour Médias du Sud les a suivis. Réunis ce lundi 11 septembre à Perpignan au centre culturel catalan pour partir en bus à Barcelone. Ces Catalans du Nord veulent afficher leur soutien aux indépendantistes à moins de 3 semaines du référendum sur la séparation avec l'Espagne. Un jour également marqué par la célèbre fête nationale catalane, la célèbre Diada. Ils sont donc 150 aujourd'hui à faire le déplacement depuis Perpignan pour défendre la Catalogne. C'est le jour national de Catalogne. Et du coup, on vient fêter ce jour depuis plusieurs années déjà, depuis tout petit, même dans la famille. Ça, on fait le jour national de Catalogne. Et c'était un lancement avant le 1er octobre, le référendum de Catalogne. C'est ce qui va donner, on va dire, le mouvement, quoi. C'est un soutien aux Catalans du Sud surtout. Bon, c'est une période un peu difficile pour eux. Enfin, ils vont voter, j'espère, le 1er octobre et bon, c'est très important, donc j'apporte mon soutien comme Catalan du Nord. Direction la Nouvelle-Aquitaine maintenant, face à la concurrence des VTC, ils veulent redorer leur blason. Les taxis bordelais signalent cet après-midi à l'hôtel de ville de Bordeaux une charte de bonne conduite qu'ils veulent signer. Les signataires s'engagent à fournir un service irréprochable à leurs clients. Un reportage de Christophe Chavanneau pour TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Derrière ce macaron se cachent 15 engagements que les taxis signataires s'appliqueront à respecter. But affiché, un service irréprochable et surtout une relance de la profession devant la concurrence de plus en plus nombreuse. Par rapport à la concurrence qu'on a maintenant, il faut dire les choses comme elles sont.
ça va nous permettre de mieux faire connaître le métier et de faire connaître les progrès. Un engagement de la profession sur le sérieux, sur l'application et le service que nous allons apporter effectivement à notre commune, à la mairie de Bordeaux et aux clients effectivement de taxi pour un meilleur service et une meilleure représentation de la profession. C'est aussi pour la ville un moyen de recadrer le secteur d'activité qui a connu de nombreux remous ces derniers mois, mais cette charte est à double sens, la mairie s'engageant aussi envers les taxis. Dans une ville qui accueille 6 millions d'habitants, comme je l'ai dit tout à l'heure, souvent c'est le chauffeur de taxi que l'on voit en tout premier quand on arrive dans la ville. Et donc c'était bien qu'à un moment donné, on puisse recaler ou recadrer un certain nombre de choses. Nous nous sommes engagés avec la préfecture, avec l'État, avec la police nationale et la police municipale, à faire respecter, peut-être un peu plus que nous ne le faisions, les emplacements de taxis dans la ville. Ce sont ainsi 413 chauffeurs de taxi bordelais qui ont signé cette charte de bonne conduite. Françoise Nyssen, la ministre de la Culture, et Christian Estrosi étaient à Arles pour inaugurer l'événement Une rentrée en images. 10 000 élèves vont pouvoir suivre des ateliers pratiques autour de l'image. Florence Giroux, pour Provence Azur TV, les a suivis. Comment décrire une image, comment l'observer et l'interpréter. Donc là, en fait, on a pris différentes images. On doit faire un décor derrière pour qu'après l'autre équipe devine où étaient les images. Ce matin, la rentrée de ces élèves s'est faite en images. Depuis 14 ans, l'événement Rentrée en images permet à 300 classes de la région de découvrir la programmation du Festival de la photographie d'Arles à travers des rencontres et des ateliers pratiques. Ils sont en train de dessiner le hors-champ des images. Donc voilà, on travaille sur tout ce qu'il y a autour et du coup les codes, la culture commune et voilà, l'imagination aussi. La rentrée en images, c'est de former le plus d'élèves possible des classes primaires jusqu'au secondaire, d'élèves, de jeunes à la lecture de l'image. En 20 jours, on va recevoir 300 classes, 10 000 élèves qui vont à la fois découvrir les rencontres d'Arles, mais faire un certain nombre d'ateliers de lecture de l'image, jouer avec les images pour être un peu plus armés dans notre société contemporaine, qui est une société largement dominée par les images. Ça ne vous aura pas échappé. Entre deux collages, ils ont accueilli Christian Estrosi, le président délégué de la région PACA, et Françoise Nyssen, ministre de la Culture. Notre thème déjà c'est la nature. On montre la nature et exemple pour défendre ce sujet, on va montrer des images dévastatrices comme les fumées. Le ministre de l'Éducation nationale a lui annulé son déplacement en raison du cyclone Irma. L'occasion pour la ministre de la Culture de réaffirmer l'importance de l'éducation artistique et culturelle à l'école. Aujourd'hui, les enfants passent leur journée sur des photos sur des médias qui ne les éditorialisent pas la plupart du temps. Je pense à toutes les plateformes qu'ils fréquentent. Il est donc urgent qu'il y ait une sensibilisation à l'image, qu'ils aient la capacité de décrypter. Et puis l'émotion, n'oublions pas toute l'importance bien sûr historique, de documentation des événements, mais l'émotion artistique, elle se développe aujourd'hui aussi beaucoup par l'image. Vous en avez un bel exemple ici aux rencontres photos. Je pense que c'est capital. Les enfants ont là un moyen de s'éveiller au monde, de comprendre le monde, d'avoir une possibilité aussi de faire, puisque aujourd'hui c'est aussi une pratique qui est accessible. Donc je pense que c'est capital. L'État et la région PACA ont dans le même temps signé une convention d'éducation artistique et culturelle qui prévoit de renforcer le partenariat entre les établissements scolaires et culturels. Jusqu'au 20 septembre, 10 000 élèves issus de 9 académies partiront à la découverte de l'image sous toutes ses formes. On part pour la Meuse maintenant, dans la région Grand Est, avec Verdun 1916, l'inauguration d'un sentier de randonnée du Mort-Homme. Des étudiants allemands et français ont réalisé des panneaux pédagogiques pour commémorer les combats du Mort-Homme en 1916. Soutenus par la fondation Konrad Adenauer, dont la mission est de contribuer à la coopération et au dialogue entre la France et l'Allemagne, les boursiers ont ainsi travaillé ensemble sur ce projet visant à développer l'amitié franco-allemande ainsi que le devoir de mémoire. C'est Jean-François Ambroise pour Mirabel TV qui y était. Le sol porte encore les stigmates des affrontements de 1916. Sous une forêt de sapins, le site du Mort-Homme pense inlassablement ses plaies. En mars 1916, les troupes allemandes lancent l'assaut pour s'emparer de cette crête.
Culminant à 295 mètres d'altitude, le Mortom est un point d'observation pour les troupes françaises, un site stratégique aux portes de Verdun. Mais les multiples offensives allemandes jusqu'en août 1916 resteront vaines, repoussées par l'artillerie française. 10 000 poilus, autant de soldats allemands perdront la vie sur la côte 304 et le Mortom. Pour ne pas oublier cette page de l'histoire, un sentier de randonnée serpente entre les trous d'obus. Ce parcours de 1500 mètres est aujourd'hui réaménagé, agrémenté par 10 panneaux pédagogiques. Le travail a été réalisé par des étudiants allemands et français en séminaire depuis une semaine dans la région. Je suis très intéressée par l'histoire des deux grandes guerres et surtout par rapport aux relations franco-allemandes et l'amitié qui est née de tout ça. Et je trouve que c'est très important que pas seulement des Allemands ou pas seulement des Français font ce genre de choses, mais que ce soit un travail commun. Parce que l'amitié franco-allemande, c'est pas que la guerre, c'est pas que l'économie, c'est pas que la politique, c'est aussi des amitiés humaines. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est ici ensemble et qu'on a monté ce projet. L'inauguration du chantier clôture ce projet lancé il y a 2 ans, soutenu par la fondation Konrad Adenauer, dont la mission est de contribuer à la coopération et au dialogue entre la France et l'Allemagne. Depuis 2 ans, on travaille ici dans 7 sites de Mortom. C'est très intéressant pour nous parce qu'en Allemagne, le Mortom, le Totermann, c'est très connu et l'objectif c'est la réconciliation franco-allemande. Mais ici, on peut vraiment travailler sur l'ancien champ de bataille. On était intéressés par les endroits franco-allemands, l'histoire commune. Et on a commencé à comprendre comment c'était il y a 100 ans, la guerre, la Première Guerre mondiale. Et ce qui a changé maintenant et pourquoi maintenant on a la paix. On a compris aussi que c'est vraiment dur de changer le pansement et de changer comment les uns voient les autres. Ces panneaux et ce sentier mettent en exergue l'amitié franco-allemande, importante pour commémorer le passé, primordiale pour faire avancer la construction européenne. Connaissez-vous le vin bleu des Vosges ? L'heure était aux vendanges samedi à la Neuville-sous-Montfort, dans la coopérative des Coteaux du Montfort, qui regroupe 34 adhérents. Les vendangeurs ont récolté 16 tonnes de raisins, soit l'équivalent de 13 000 bouteilles de vin bleu et gris fruité, que vous allez découvrir, presque boire d'ailleurs, avec Stéphanie Renaud pour Vosges Télévisions. Beaucoup d'animations sur les coteaux de Montfort, près de Vittel. Ce samedi, c'était jour de vendange pour les 34 adhérents de la seule coopérative viticole des Vosges. Là, vous avez une vigne de 4 arts, à peu près 2 tiers de raisin Oberlin et le dernier tiers, c'est du Kuhlmann. C'est les cépages qu'on travaille traditionnellement dans notre région ici. Des vignes familiales de 3 à 13 arts par propriétaire qui, pour la récolte, avaient besoin de coups de main en toute convivialité. Pourquoi est-ce que vous participez aujourd'hui? Par amitié, et puis pour passer un petit moment de valeur du terroir ou ancestral, mais par plaisir. Quoi. Ça vous surprend qu'il y ait du vin ici dans les Vosges? Oui, parce que je suis bourguignon. Au 19e siècle, le vignoble lorrain compte 34 000 hectares. Le phylloxéra fait les ravages que l'on connaît. Il faudra attendre 1993 pour que, sous l'impulsion de l'écrivain vosgien Gilles Laporte et la Chambre d'agriculture, des passionnés créent une cave et une coopérative. Aujourd'hui, le vin vosgien a trouvé ses adeptes. C'est le premier pressage. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai créé un partenariat avec nos principaux clients, que sont les magasins du terroir, les restaurants, qui sont des clients fidèles depuis bien des années maintenant. Et puis on travaille donc aussi avec de la proximité avec l'Office du tourisme de Vittel, le Côté Civil, les gens du Club Med qui viennent en vacances. Et puis voilà, modestement, je dirais qu'on commence à être connu, voire reconnu. On essaye de l'améliorer d'année en année. Nous sommes suivis par un œnologue professionnel qui nous conseille sur la culture de la vigne, sur les cépages, les maladies et tout ça. Malgré les gelées de Pâques, les premières pesées annoncent une récolte bien meilleure que l'an passé. Les contre-bourgeons donc, qui ont ressurgi et qui ont éclos, et qui ont dégagé des raisins. Et ces raisins-là sont devenus conséquents. On va titrer à des vins qui vont faire 13, entre 12,7, 13,5, voilà un peu la moyenne. Pour l'embouteillage du vin bleu et du gris fruité, les vignerons attendront fin février, début mars. Et c'est avec modération qu'il faudra se partager les quelques 13 000 bouteilles.
Voilà, le JT des territoires se poursuit. Cette première partie a été préparée par Soumaya Benaïssa. À 8h, c'est Territoire d'info avec l'invité politique. C'est Alexis Corbière qui sera notre invité. Vous savez qu'il est proche de Jean-Luc Mélenchon. À quelques heures de cette journée test. Et puis dans un instant, la revue des unes de la presse quotidienne régionale. Puis le club de la presse. Mais tout de suite, vos journaux en région ce matin. À tout de suite. À la une de la presse quotidienne régionale, et ça commence avec le Courrier Picard, cette journée test dont je vous parlais, cette première journée d'action de la CGT contre la réforme du droit du travail. Les manifestants seront-ils au rendez-vous contre Macron? C'est l'interrogation que pose le Courrier Picard. Et Daniel Muraz écrit ce matin, en ce premier jour test de l'état de mobilisation contre les ordonnances sur la loi travail, les Français apparaissent indécrottables. Schizophrènes, en plus d'être fainéants et conservateurs, les Français... Pas forcément. Ce ne sont pas les réformes en soi qui sont comptées, mais bien la nature et l'orientation de celles proposées aujourd'hui. Pour la dépêche du midi, social, premier test pour Macron. Et là, c'est Jean-Claude Souléry qui écrit dans la dépêche du midi qu'il est toujours dangereux de laisser trop longtemps le peuple livré seul à ce qui pourrait être son désespoir. Il est devenu urgent de lui donner des signes forts, comme hier à Toulouse où Emmanuel Macron s'est rendu. Et c'était en faveur du logement pour les plus défavorisés. Le pouvoir doit ainsi renoncer à une vision trop budgétaire de l'avenir et donner du grain à la politique. Autant dire démontrer que cette nouvelle France macronienne marche aussi pour tous les Français et même pour ceux qui auraient aujourd'hui l'idée de manifester, écrit Jean-Claude Souléry dans la dépêche du midi aujourd'hui. La Charente libre, c'est code du travail, la réforme à l'épreuve. Pour le Maine libre, à l'édition Grand Mans, c'est Sarthe, la loi travail à l'épreuve de la rue. Pour Sud-Ouest, c'est le premier round social pour le président. Et puis pour l'Écho de Haute-Vienne, loi travail, les fainéants dans la rue. On veut bosser, sale fainéant, bande de cyniques, espèces d'extrémistes. Vous avez une avec la photo du président Macron, presque sur forme de bande dessinée. Voilà, Midi Libre aujourd'hui, plan logement. Autre sujet, Macron soutient les promoteurs. Construction, normes, habitat social. Le président a dévoilé ces mesures hier donc à Toulouse. Pour le Républicain Lorrain, c'est Irma, on revient sur Irma. Deux Lorrains racontent leur enfer. Ils étaient installés à Saint-Martin. Christelle et Lionel ont été rencontrés par le Républicain Lorrain. Ils racontent ce qui s'est passé ces derniers jours. Var matin, après l'ouragan, le tonnerre. Irma, de l'aide part de Toulon avec 1 millier de tonnes de fret dans le ventre. Le bâtiment de projection et de commandement tonnerre apparaît aujourd'hui pour les Antilles. Et puis pour Ouest France, Space à Rennes, 30 ans déjà, c'est la une de cette manifestation très importante en faveur de l'agriculture. Et puis pour le Télégramme, c'est toujours l'agriculture avec l'ère des robots qui traitent les vaches, d'autres qui préparent les rations, poussent le fourrage. C'est la photo d'ailleurs que vous voyez au-dessus. Racle le lisier qui dialogue aussi même avec l'éleveur, bientôt avec les vaches, de plus en plus présente dans les exploitations agricoles, notamment au sein des étables. La robotique sera au cœur du salon des productions animales, dont on a parlé il y a 2 secondes, le Space, donc, qui était à la une de Ouest France aussi, qui ouvre ses portes ce matin et pour 4 jours à Rennes. Enfin, pour la Provence, l'OM peut-il s'en sortir? C'est insoutenable. Le feu couve dans la maison olympienne. Après 2 débâcles consécutives en Ligue 1, l'équipe de Garcia semble sans repère et plusieurs recrues ne sont pas encore au niveau. Visiblement, le fossé se creuse entre le coach et le directeur sportif. Quelles sont les solutions à 48 heures d'un match décisif en Ligue Europa à domicile? Voilà, sans transition, c'est le club des éditorialistes maintenant et j'accueille ce matin pour ce club Guillaume Doyen qui dirige les rédactions de la Gazette des communes, des départements et des régions. Bonjour. Merci Guillaume d'être là pour la Gazette. Et puis Sébastien Lacroix qui dirige les rédactions, lui, de l'Ardennais et de l'Union de Reims. Merci Sébastien de refaire votre visite maintenant qui sera régulière dans cette matinale d'info. Alors avec vous, Sébastien Lacroix, nous allons examiner les comptes des agriculteurs qui sont dans le rouge, malheureusement, aujourd'hui dans l'Union de Reims, mais aussi le mécontentement des cheminots dont on a beaucoup entendu parler ces derniers jours, y compris sur ce plateau d'ailleurs la semaine dernière, puisque nous recevions Philippe Martinez. Voilà, on commence avec vous, Guillaume Doyen, car les collectivités locales sont face maintenant à la baisse des effectifs. C'est confirmé, on n'avait jamais vu ça, vous écrivez, depuis les lois de décentralisation de 1982 et 1983, je crois. Quelles conséquences concrètes pour les gens, pour les Français ?
Alors, pour l'instant, les conséquences ne se font pas encore voir, si vous voulez. La baisse dont vous parlez, c'est 0,5% des effectifs en 2015. C'est un chiffre dont on se doutait un peu, mais qui est confirmé là par une étude plus récente. Donc, depuis 40 ans, on n'avait pas vu ça. C'est la première fois que ça arrive. Les conséquences, elles peuvent arriver par la suite, parce que là, c'est l'œuvre de la baisse des dotations lancée par François Hollande. Mais si la baisse des dépenses continue, là, on va rentrer dans le dur. On va avoir probablement une diminution de la quantité et de la qualité du service public rendu. On sait lesquels ou pas exactement. Oui, ça peut jouer notamment sur certains services publics comme ceux qui ne sont pas obligatoires pour les élus. La restauration scolaire, aucun élu n'est tenu de l'organiser. Donc c'est pas une obligation. Celle-là, il pourrait la supprimer. Si vous voulez, le gouvernement là, a autorisé les maires à revenir sur la semaine de 5 jours, en fait de 4 journées et demie, si vous voulez. Un tiers l'ont fait. Donc déjà, ils ont un peu réduit, si vous voulez, la voilure, parce que les semaines plus longues, c'était aussi du périscolaire pour eux à organiser. Donc, si vous voulez, déjà, les maires, surtout ceux des petites communes, des communes moyennes, ont tendance à réduire la voilure, à réduire les moyens qu'ils injectent, parce qu'ils en ont moins, tout simplement. Ils ont moins de moyens de fonctionnement. Plus la commune est grande, la collectivité locale est grande, et moins elle est impactée. Disons que c'est plus facile de se réorganiser sur une grosse collectivité locale que sur une collectivité qui emploie 5, 10, 15, 20 agents. Vous imaginez, quand vous retirez un petit peu, tout de suite... Donc ça n'a pas aidé à combattre la désertification dont on parle tant d'ailleurs dans ce journal des territoires. C'est un problème dont les préfets devront tenir compte dans la façon dont ils organisent la baisse des dépenses. Parce que là, ça peut aggraver très nettement la désertification des territoires. Ce qui explique que Macron, lors de la conférence nationale des territoires qui s'est tenue ici au Sénat, ait annoncé qu'il ne fermerait plus d'écoles élémentaires dans les zones rurales. Donc, si vous voulez, il a quand même cette conscience du risque qu'il y a à baisser aussi les moyens alloués aux communes de petite taille. Voilà, et dans la Gazette, c'est les coulisses d'un ménage à 3 avec un dessin amusant. Ouais. C'est quoi, élu, DIRCAB et DGS, comment ça fonctionne? Comment fonctionne? C'est dans les coulisses d'une ville, comment ça fonctionne entre les patrons de la ville. Ouais. Comment l'exécutif fonctionne? Comment l'exécutif fonctionne, y compris donc l'élu, le chef des fonctionnaires et puis le bras droit politique du maire, le DIRCAB. Sébastien Lacroix. Juste une question, il n'y a pas l'effet du regroupement des régions dans cette baisse des effectifs? Non. Alors, il va se faire sentir après, je pense, non? En plus, vous voulez dire? Pour l'instant, non. Si vous voulez, pour les régions, ça bouge relativement peu, si vous voulez. Ce qui est intéressant, c'est que le bloc communal, lui, ce qu'on appelle le bloc communal, est déjà baissé ses effectifs. Ouais. Donc là, c'est la France des 1000 villages qui va être affectée. C'est le plus concret, c'est bien pour ça que je vous en parle. Si vous voulez, les régions ont un rôle important, si vous voulez, mais ils sont quand même moins en contact direct avec la population, comme vous le savez. Guillaume Doyen, qui dirige la Gazette des communes, des départements et des régions. Sébastien Lacroix, nous allons examiner les comptes des agriculteurs qui sont dans le rouge, vous écrivez dans l'Union de Reims. Oui, alors c'est d'autant plus intéressant, et d'autant plus étonnant qu'on parle de la Champagne-Crayeuse, qui est cette espèce d'arc de territoire qui va de l'Aisne, la Marne et l'Aube, qui est traditionnellement un territoire riche, c'est des grandes cultures. Et on pense au champagne, on pense à tout ça. Alors, c'est pas le champagne, ce sont les céréales, et ces territoires-là, c'est les grands céréaliers. Ils ont des difficultés, ils ont eu une année 2016 très difficile, et l'année 2007, maintenant qu'on connaît les chiffres de la moisson, ne sont pas très bons, et ce qui est... en fait, compliqué, c'est que depuis 5 ans, les résultats courants de ces exploitations sont en baisse forte. Ils ont baissé de 50%. Aujourd'hui, ces riches agriculteurs se retrouvent dans le rouge. Pour vous donner juste un chiffre, la tonne de blé part à 130 € de la ferme. Les coûts de production sont à 160. Pourquoi vous excluez le champagne de cette crise? Parce que le champagne est sur un schéma complètement différent. En plus, les vendanges ont lieu en ce moment. Elles vont être bonnes en plus? Elles vont être compliquées, en fait. Ça va être, c'est le mot qu'on entend généralement. Les vendanges actuellement sont bonnes sur certains endroits, pas bonnes sur d'autres. Il y a la qualité est plutôt bonne, mais la quantité n'est pas très bonne. On a entendu parler ces derniers jours, y compris sur ce plateau, on recevait Philippe Martinez, évidemment, du mécontentement des cheminots. Vous en parlez aujourd'hui aussi dans l'Union de Reims et dans l'Ardennais? Oui, parce que il y a cette journée test, on l'a dit, qui va mettre... Votre une, c'est d'ailleurs les cheminots en tête de cortège. Voilà, les cheminots
quand on dit ils ouvrent le bal, en fait, ils vont commencer un long mouvement de contestation, puisque, on le sait, ils ont une épée de Damoclès au-dessus de leur tête, qui est la réforme des régimes spéciaux et la réforme, voire, du statut des cheminots, qui va impacter beaucoup leurs conditions de travail. Et donc là, ils ouvrent le bal, c'est-à-dire qu'ils s'associent, évidemment, puisqu'ils sont à la CGT pour la plupart, avec le mouvement aujourd'hui, et ils contestent un certain nombre de points qui sont dans la réforme du Code du travail. Par exemple, ceux qu'on a interrogés sont très inquiets sur la suppression du CHSCT, qui est la conséquence de la fusion des organismes représentatifs des salariés. Les cheminots ouvrent le bal, Guillaume Doyen, c'est le titre du papier à l'intérieur. Oui, il y a globalement une grosse, y compris dans la fonction publique, il y a une inquiétude sur le statut, si vous voulez, sur quels sont les futurs recrutements. Actuellement, si vous voulez, dans la territoriale, c'est très étonnant. Les recrutements de 2015 se sont pas faits. C'est pas des recrutements de fonctionnaires majoritairement. La voie d'entrée en 2015 dans cette fonction publique territoriale, ça a été le contrat, ça a été le CDD, si vous voulez. Donc, il y a une bascule rapide qui se fait, on en parle assez peu de moralité, elle se fait, elle a lieu, et j'imagine que dans à peu près tous les organismes publics, parapublics, la même inquiétude se fait jour maintenant. C'est est-ce qu'on aura encore un jour ce statut protecteur avec les avantages qu'il implique, et les devoirs aussi. Sébastien Lacroix. Et en fait, depuis le temps que cette réforme est promise, à chaque fois, elle était plus ou moins reculée. Il y a eu une réforme de la retraite, une réforme partielle, enfin sur les années de cotisation à la retraite, mais elle va bien finir par arriver. Et il y a dans les points de réforme aussi un point qui est très important et qui les fait trembler, c'est l'ouverture à la concurrence, qui fait que les cheminots pourraient se retrouver basculés dans des sociétés qui remporteraient par exemple le marché d'un TER. Ils quitteraient la SNCF pour une autre entreprise. Merci Sébastien Lacroix qui dirige les rédactions de l'Union de Reims et de l'Ardennais. Merci Guillaume Doyen qui dirige la rédaction de la Gazette des communes, des départements et des régions. On vous retrouve pour le débrief de l'invité politique de 8h qui sera Alexis Corbière. Il sera d'ailleurs sur ce plateau dans quelques minutes. Je vous y retrouve. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle Nationale Territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous a présenté le Journal des Territoires.